Il y a du nouveau sur l'affaire Epstein. Bonjour à tous, Sawadji Cap. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va s'écouter une femme qu'on a déjà écoutée sur une autre affaire, sur l'affaire Patrick Bruel. Ça vous avait plu? Eh bien, aujourd'hui, on revient. Donc, je précise, sa chaîne, c'est Anaïs Lénard. Le lien entier est en description, bien évidemment. Cette avocate, elle décide toujours de traiter les affaires de manière purement factuelle, purement judiciaire. Et c'est intéressant parce que finalement, ça nous montre aussi les failles de la justice, comment certains criminels arrivent à s'en sortir, comment certaines personnes, on l'a vu avec Patrick Bruel, arrivent justement à rester, à nager finalement encore dans le système médiatique, alors qu'ils devraient être en prison. Enfin, à partir du moment où il a été condamné, bien sûr. Donc là, il n'a pas encore été condamné, il est coupable, bien évidemment. Mais c'est vrai que la justice se montre bien plus laxiste avec certains criminels plutôt que pour certains, par exemple, résistants politiques. Donc ça, c'est intéressant. On voit qu'il y a des failles et que la justice décide un petit peu quand elle veut traiter une affaire vite ou non. Bref. Avant de commencer cette vidéo, cette lourde vidéo, je vous invite à mettre un énorme pouce en l'air sous cette vidéo pour soutenir mon travail, pour améliorer ma visibilité. Et si vous aimez bien ma personne, abonnez-vous à la chaîne YouTube, mettez la petite cloche pour être au courant de toutes les nouvelles sorties de vidéos. C'est important, hein, ça soutient. Et en plus, si vous aimez bien mon travail, eh bien, ça permet d'être au courant de toutes les nouvelles sorties de vidéos. Bref. Eh bien écoutez, on va commencer la vidéo. Il y a du nouveau sur l'affaire Epstein. Une avocate analyse tout. C'est parti. Jeffrey Epstein, c'était un milliardaire américain très puissant qui a monté un trafic sexuel criminel pendant plus de 20 ans, impliquant plus de 1200 jeunes femmes, certaines mineures, allant jusqu'à 9 ans, notamment aux États-Unis, mais également en France et dans d'autres pays. Il fréquentait beaucoup de personnalités très influentes dans le monde, et selon les rumeurs, ces personnalités auraient bénéficié de ce trafic sexuel criminel. Jeffrey Epstein est mort en prison en 2019, juste avant d'être jugé, dans des conditions très suspectes. Officiellement, c'est un suicide, mais de nombreuses personnes parlent potentiellement de meurtre. Comme on ne peut pas juger quelqu'un qui est mort, il n'a jamais été jugé, et ça a éteint son dossier et tous les documents et les preuves qui avaient été récoltés avec. On parle de plus de 5 millions de documents, des emails, des photos, etc. Et c'est à partir de là que les spéculations, les rumeurs ont commencé, puisque toutes les informations retenues par le FBI étaient sous scellé, et il y a un énorme mystère autour de ce réseau et des personnes qui sont impliquées à ce réseau. En 2024, pendant la campagne présidentielle, Trump a dit que s'il était élu, il sortirait tous les dossiers qui étaient détenus par le FBI du coup depuis 5 ans. Puis il a été élu. Il n'a rien sorti. En février 2025, un mois après son élection, la ministre de la Justice, qui s'appelle Pam Bondi, elle a déclaré à la télévision qu'une liste des clients d'Epstein était sur son bureau en ce moment même. Quelques mois plus tard, le DOJ, donc le ministère de la Justice, a publié un document indiquant qu'il n'y avait pas de liste d'Epstein. Puis ensuite, le FBI a annoncé qu'il n'y avait pas assez d'éléments dans le dossier Epstein pour poursuivre qui que ce soit en justice. Au sein même du gouvernement, ils se contredisent, mais ça ne va pas du tout plaire aux Américains et pas non plus au clan MAGA, Make America Great Again. Donc les fervents de Donald Trump, eux, ils souhaitent la vérité, rien que la vérité. Et donc suite à la pression médiatique, le Congrès, donc l'équivalent du Parlement, c'est là où ils votent les lois, c'est les députés, etc. Ils vont voter une loi obligeant le ministère de la Justice à publier la totalité du dossier Epstein, donc des 5 millions de documents. Parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais la police fédérale, donc le FBI, obéit au ministre de la Justice. Donc en fait, le FBI, qui est une police, est en fait très politique, puisque leur chef, c'est quelqu'un qui a été nommé par Trump. Donc c'est quelqu'un qui va aller dans le sens de Trump. Donc au final, entre fin 2025 et début 2026, le DOJ, le ministère de la musique, pas de la musique, de la justice. Excusez-moi, c'est la chaleur, il fait 40 degrés, c'est la canicule. Canicule. J'en perds mon latin? J'en perds mon latin. Entre fin 2025 et début 2026, le ministère de la Justice a publié 3,5 millions de documents sur les 5 millions. Et ils ont annoncé qu'ils ne publieraient rien d'autre puisque les 1,5 million de documents restants seraient apparemment trop sensibles. Selon quels critères, on ne sait pas. Qui a décidé de quels documents, c'est assez flou. Et en plus, sur les 3,5 millions de documents qui ont été publiés, une très bonne partie est canardée, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des gros blocs noirs qui cachent toutes les informations qu'il y a sur les
documents. Donc il y a certains documents qui ne servent à rien. Alors qu'est-ce qui s'est passé depuis? Puisque ça a été une énorme vague, le dossier Epstein, et depuis on n'entend plus parler de rien, personne n'a été poursuivi. Comme si finalement ça avait été un petit peu du vent toute cette histoire. Déjà ça fait des mois, donc depuis janvier-février, que des milliers de journalistes du monde entier épluchent les 3,5 millions de documents un par un pour essayer de décortiquer les documents et essayer de trouver des nouvelles informations. Finalement on n'a pas appris grand chose, on a appris beaucoup de détails et de confirmations sur ce que faisait Epstein, et son mode opératoire, et à quel point il avait un réseau tentaculaire. Je vous ai un petit peu dit déjà moi ce que j'avais trouvé dans la vidéo numéro 2, mais il n'y a pas eu de nouvelles informations rocambolesques. Le New York Times a publié un article sur la mort de Jeffrey Epstein après avoir épluché tout le dossier, en expliquant que en analysant toutes les caméras surveillance, tous les documents, les rapports de la prison, etc., et ben le New York Times y penchait avec les éléments qu'ils ont, plus pour bel et bien un suicide, en indiquant que la prison avait eu énormément de failles, énormément de dysfonctionnements, mais qu'en tout cas la thèse du suicide était plus probable d'après les documents qu'ils avaient en leur possession. Bon, après il reste quand même 1,5 million de documents qui je pense sont très intéressants, et surtout sur les documents qu'on a déjà, il y en a pas mal qui sont canardés, donc encore une fois, toutes les infos qu'on a sont à prendre avec des pincettes. Ensuite, en France, il y a eu du nouveau puisqu'il y a eu une enquête préliminaire, donc une enquête de la police qui a été ouverte par le parquet de Paris. L'enquête, elle concerne Gérard Marie, qui est l'ex-patron de l'agence Elite, et Daniel Siad, qui est un ex-recruteur de mannequins. Puisque, comme on le sait, Epstein était très attaché à la France, il avait un appartement en France, il a eu de nombreuses victimes françaises, et il avait un de ses bras droits, Jean-Luc Brunel, qui était un recruteur de mannequins en France. Il l'a aidé à recruter énormément de très très jeunes femmes pour ensuite les mettre dans le réseau de prostitution. Et il s'est également suicidé en France juste avant son jugement, ce qui a également éteint l'affaire. Ça fait beaucoup. Mais donc en France, il y a une grosse enquête qui est en cours. Il y aura sûrement du nouveau dans les prochains mois, voire années, puisqu'une enquête parfois ça dure plusieurs années. Mais en tout cas, en France, ils ont le dossier. Et il y a eu une très grosse enquête du New York Times qui est sortie en juin 2026, qui a révélé que effectivement le gouvernement de Trump était pas mal lié à la manière dont la publication du dossier Epstein s'est faite et au fait qu'il manque beaucoup d'informations. L'article parle de nombreuses réunions secrètes qui auraient eu lieu un an auparavant, c'est-à-dire en juillet 2025, dans la salle de crise de la Maison Blanche, avec les hauts dirigeants du gouvernement américain, mais sans la présence de Donald Trump, pour gérer ce qu'ils perçoivent comme une crise majeure. À cette date, les hauts conseillers de Trump se réunissent car le Wall Street Journal s'apprête à publier un article concernant les liens entre Donald Trump et Jeffrey Epstein. Donald Trump aurait essayé de tuer cet article et de faire en sorte qu'il ne voit pas le jour, mais il n'a pas réussi. Et donc tous ces conseillers, ils se réunissent dans son dos, puisque Donald Trump ne veut pas entendre parler d'Epstein apparemment. Il serait assez catégorique et hystérique quand ses conseillers abordent le sujet Epstein. Et donc ces hauts conseillers ont fait une série de réunions de crise dans la Situation Room. La Situation Room, c'est pas n'importe quel bureau ou le bureau ovale de Trump, c'est un bunker, c'est-à-dire une salle de crise absolue, une salle de guerre dans laquelle le chef des États-Unis est censé prendre des décisions de guerre. C'est notamment là où Barack Obama a suivi l'arrestation et l'assassinat de Ben Laden en direct. Voilà, c'est ce genre d'événement extrêmement majeur dans l'histoire des États-Unis qui nécessite d'aller dans cette salle de crise. Là, ils sont réunis de nombreuses fois dans cette salle-là pour parler d'Epstein. Donc déjà, tu te dis, oh punaise, ça veut dire qu'ils avaient sacrément peur de quelque chose, et ça veut dire qu'il y avait toute la présidence de Trump qui était sur la sellette. Qui est présent à cette réunion? J.D. Vance, donc le vice-président des États-Unis, Suzy Wiles, la chef de cabinet des États-Unis, donc un peu la bras droit vraiment de Trump, Todd Blanche, qui est l'ancien avocat de Trump et qui est le numéro 2 du DOJ, donc du ministère de la Justice, bien évidemment la ministère de la Justice elle-même, et il y avait le dirigeant du FBI et son adjoint. Sachant que le FBI, c'est ceux qui ont annoncé officiellement qu'il n'y avait pas de liste d'Epstein, qu'il n'y avait rien d'autre pour incriminer personne. Finalement, ils étaient très liés à Trump. Je pose ça là. Et finalement, on se dit, mais pourquoi ils étaient en panique totale? Parce qu'en fait, dans le dossier Epstein, il y a énormément de documents qui font référence à Donald Trump. En se basant sur les documents qu'on a déjà, Trump apparaît plus de 38 000 fois. Il y a également des preuves de au moins 8 trajets dans le jet privé de Epstein, alors que Trump avait annoncé en 2024 qu'il n'y avait jamais mis les pieds. Il y a également une accusation contre Trump d'une agression sexuelle sur une jeune fille de 13 ans. Et encore, ça, c'est ce qui a été publié par le ministère aujourd'hui qu'on sait. Et sachant qu'il y a une très grande partie qui est cachée. Bah, on s'en doute aussi qu'effectivement, si on n'a pas plus d'informations, c'est certainement parce que, voilà, peut-être que Trump baigne dedans bien plus qu'on ne le croit. Déjà là, comme elle le dit,
vous l'avez vu. Hein. À un moment, il dit qu'il n'y est pas allé, puis ensuite on voit qu'il y a été plusieurs fois sur son île. Il dit qu'il ne le connaît pas. C'est un peu comme Macron, quoi, qui dit l'affaire Epstein, c'est le volet américain. En fait, on se rend compte que Epstein avait un appartement à Paris, qui passait 6 mois de l'année en France. Enfin, c'est compliqué de... Pardonnez-moi, hein. C'est compliqué de pas dire que des hauts dirigeants et des gens importants sont... Moi, ça me paraît... Et là, effectivement, on se demande si, effectivement, maintenant, l'affaire en Iran n'a pas été déclenchée. Parce qu'en plus, quand on voit que l'affaire en Iran n'a déboulé sur rien, et en fait, les États-Unis ont été perdants dans l'histoire en Iran. Hein. Donc, est-ce que finalement, l'histoire en Iran, c'était pas un coup des États-Unis et de Trump pour essayer de dissimuler l'affaire Epstein qui faisait un petit peu trop parler? Parce que les gens commençaient à faire pression, les gens commençaient à rechercher des dossiers et tout. Là, vous vous baladez sur Twitter, il n'y a plus rien. Vous allez sur X, pendant l'affaire Epstein, c'est blinde. Tous les jours, on avait des centaines de documents qui sortaient avec des noms, des ceci, des cela. Là, on n'a plus rien. Étrangement. On n'a plus rien sur l'Iran et on n'a plus rien sur Epstein. Parce que voilà, en fait, la crise en Iran, derrière, c'est pas qu'une guerre, c'est que derrière, en fait, les États-Unis n'ont absolument rien gagné. Les Iraniens ont absolument gagné, que ce soit sur la guerre en elle-même ou sur les négociations faites. Mais surtout, derrière, ça a provoqué tellement de crises dans les pays, la hausse du carburant, la hausse de ceci, de cela, que les gens, en fait, ils n'avaient plus le temps de penser à l'affaire Epstein. C'est vrai. Donc, en fait, finalement, en tout cas, si on part du principe que l'affaire en Iran était un des éléments pour cacher l'affaire Epstein, ou pour éviter de faire parler de l'affaire Epstein, en tout cas, c'est réussi. C'est complètement réussi. Enfin bref, dites-moi votre avis en commentaire. Est-ce que pour vous, l'affaire en Iran, c'était justement un moyen pour essayer de moins parler de l'affaire Epstein ou est-ce que pour vous, c'est une pure coïncidence? N'hésitez pas à le dire en commentaire. Rendez-vous dans quelques heures ou à demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis et surtout, sur mes ennemis.